Bonjour à tous, le changement climatique est de plus en plus considéré publiquement par les pays pour évaluer des menaces et des défis futurs. On parle ainsi de multiplicateurs de menaces, c'est-à-dire d'éléments qui exacerbent les tendances ou les instabilités déjà existantes, par exemple les problèmes migratoires ou encore les tensions et conflits autour de l'acquisition de ressources. Mais certains aspects du changement climatique ont des implications encore plus profondes, en modifiant directement la géographie de manière concrète, par exemple avec la montée des eaux, la disparition d'îles ou en modifiant l'importance perçue de certaines zones géographiques, et je pense ici par exemple à la fonte des glaces dans l'Arctique. Ces changements dans la géographie modifient l'interaction de l'humanité avec la géographie directement, dans le cas où l'homme cherche à modeler son espace à son avantage, par exemple avec la construction de barrages ou de canaux, mais aussi indirectement avec la montée des eaux ou encore la fonte des glaces. Il y a des impacts physiques immédiats, comme des changements dans l'utilisation des terres, la disponibilité de l'eau, les côtes qui évoluent ou encore la stabilité des sols. Et il y a aussi des impacts secondaires, comme des développements technologiques pour s'adapter ou modifier l'environnement physique, des changements dans les schémas de migration ou encore une nouvelle concurrence sur les routes et les ressources. À notre siècle, on parle souvent en ce moment des terres rares, qui désignent en fait 17 métaux qui ne sont en réalité pas si rares que ça. Ils sont utilisés dans la fabrication de biens de haute technologie. Ce sont aujourd'hui des ressources stratégiques dans un contexte de nouvelles technologies. Paradoxalement, face aux problèmes climatiques, l'homme doit donc développer de nouvelles technologies qui utilisent ces ressources en terres rares, ce qui pose aussi d'autres questions sur l'extraction, loin d'être sans effet sur la biodiversité. Dans un contexte géopolitique, la puissance nationale, qu'elle soit mesurée en termes d'opportunités économiques, de capital humain ou de force militaire, a toujours été façonnée et influencée par la géographie. On parle d'ailleurs de géopolitique. Yves Lacoste, la référence en la matière de cette discipline en France, définissait la nouvelle géopolitique comme l'étude des interactions entre le politique et le territoire, les rivalités ou les tensions qui trouvent leur origine ou leur développement sur le territoire. Et si on regarde par exemple du côté allemand avec Ratzel, on retrouve cette fusion entre la politique et la géographie. C'est lui qui parle même le premier de la notion de Lebensraum, l'espace vital, qui sera ensuite traduit politiquement dans l'Allemagne d'après-guerre. On peut aussi parler du côté anglo-saxon avec Spikeman, Mackinder pour les continents ou encore Mahan pour les océans, qui sont des livres ouverts en réalité de la géopolitique d'abord britannique puis américaine. Pour revenir à notre sujet, les ressources naturelles ne sont pas réparties uniformément à travers le monde, pas plus que les terres arables ou encore les voies de transport naturelles. La géographie offre clairement des opportunités et des défis dans le monde entier. Alors voyons voir tout d'abord le rôle historique des ressources. La concurrence des grandes puissances s'est longtemps concentrée sur les ressources et les routes stratégiques, qu'il s'agisse de la route des épices, de l'argent ou encore de l'or du Nouveau Monde ou du pétrole du Moyen-Orient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ressources changent de valeur suivant le développement technologique et les besoins des puissances. Ceci modifie aussi la valeur perçue du lieu géographique. Les zones riches en ressources disputées au cours d'une génération peuvent être totalement ignorées dans la génération suivante. Par exemple, les Caraïbes ont connu une forte influence et des conflits entre les puissances européennes du XVIe au XVIIIe siècle, mais ceux-ci ont perdu de leur importance à compter de la fin du XVIIIe siècle. Les ressources produites ont suivi un cycle. On y a d'abord produit du tabac, du café ou encore du coton, puis finalement c'est l'industrie du sucre qui l'a emporté car plus rentable et recherché. Cela a aussi eu pour conséquence le commerce triangulaire, avec l'apport d'esclaves achetés sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, exploités dans les Caraïbes et dont les fruits du travail étaient ensuite vendus en Europe. L'abolition de l'esclavage puis l'industrialisation de la betterave sucrière en Europe ont fait perdre tout l'intérêt à la canne à sucre et ont fait perdre tout intérêt aux Caraïbes. On peut aussi faire ce parallèle avec la célèbre route de la soie, dont l'intérêt va décliner à compter du XVe siècle. Dans le cas de la route de la soie, ce sont les technologies pour permettre une navigation régulière sur de longues distances qui a permis de contourner les liaisons terrestres et maritimes qui étaient alors dominées par les Arabes, sapant le rôle de la région en tant que route de transit. Il a fallu attendre le début du XXe siècle, avec la découverte de pétrole et l'expansion rapide des moteurs à combustion interne qui ont apporté une nouvelle importance au Moyen-Orient, transformant la richesse et l'influence des pays comme l'Arabie Saoudite et façonnant la politique d'autres pays de la péninsule avec une très forte implication de pays externes.
Bien sûr, c'est là une vision très eurocentrée, mais vous comprenez là où je veux en venir et ce principe peut s'appliquer à d'autres échelles, sur d'autres pays. La question, ce n'est pas la valeur d'un espace géographique pour les personnes qui y vivent, mais la valeur perçue de cet espace, de ses ressources et de son sol qui entraîne un modèle plus global de concurrence et de coopération. L'Afrique en est un bon exemple, avec la concurrence entre industriels par pays interposés, la France, la Russie, les États-Unis ou encore la Chine, ce n'est pas pour la population locale qu'ils s'implantent, mais pour ce qu'ils peuvent tirer de cet espace géographique. Et c'est la même chose quand les Chinois ou les Qataris viennent par exemple investir en France pour y acheter des vignes ou en Europe pour acheter des ports. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les guerres se déroulent pour des ressources critiques ou les voies d'accès aux ressources, et même aujourd'hui, la guerre économique et politique reste un outil commun pour sécuriser les ressources et les marchés nécessaires aux puissances. L'acceptation des schémas impérialistes traditionnels a peut-être certes disparu, mais le désir des nations d'assurer leur propre avenir économique, lui, n'a pas faibli. Et la nouvelle course aux ressources prend forme. Les nouvelles formes d'énergie n'éliminent pas les anciennes. Nous utilisons toujours du charbon, de l'eau et du vent, mais ils ouvrent de nouveaux domaines à la concurrence, car les ressources sont inégalement réparties sur la planète. À la place du pétrole ou du gaz naturel, la demande ne cesse d'augmenter pour le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel ou encore le graphite, en bref pour les ressources et des terres rares, essentielles pour les véhicules et batteries électriques, l'éolien ou encore le solaire. La production d'électricité et le transport électrique, cela nécessite aussi du cuivre. Ces minéraux se retrouvent dans le monde entier, mais il existe des concentrations clés, par exemple en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Australie, ainsi que des potentiels dans les eaux profondes et dans l'Arctique. Les investissements dans l'extraction et le raffinage du lithium augmentent par exemple en Amérique du Sud. L'Argentine, la Bolivie et le Chili représentent plus de la moitié des réserves mondiales de lithium. Cela place à nouveau donc l'Amérique du Sud sur les chemins de la grande histoire comme une région géographique qui sera critique pour la concurrence en matière de ressources. La Chine, de son côté, étend ses investissements en Amérique du Sud. Les États-Unis sont donc susceptibles de voir des risques d'influence politique dans le cadre de la doctrine de Monroe. Les États-Unis, après des années de négligence générale envers leurs voisins du Sud, commencent à comprendre le potentiel économique d'un engagement accru dans la région, mais aussi le risque croissant d'une implication chinoise. La concurrence stratégique croissante présente des risques aussi pour les pays d'Amérique latine, notamment l'exploitation, l'ingérence étrangère et l'exacerbation des conflits intra-régionaux, mais cela présente aussi une opportunité de jouer les grandes puissances les unes contre les autres pour un gain politique et économique local. Et c'est la même chose pour l'Afrique ou dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, ainsi que dans les zones géographiques non traditionnelles comme par exemple l'Arctique, les eaux profondes ou même maintenant l'espace. Dans l'Arctique par exemple, la fonte des glaces ouvre non seulement de nouvelles routes, mais offre également un meilleur accès aux ressources. La Russie, directement sur place, a déjà une longueur d'avance, mais la Chine a également étendu sa diplomatie, son exploration et ses investissements dans l'Arctique. Les frictions économiques et stratégiques vont aussi converger vers le Groenland, la Scandinavie et le long de la frontière arctique russe. Concernant les océans, la Chine et le Japon ainsi que d'autres pays ont déjà commencé à explorer les fonds océaniques, à la recherche de nodules polymétalliques, une source de minéraux stratégiques, mais aussi par exemple d'hydrate de méthane. N'oubliez pas que là où vont les explorateurs et les scientifiques, des revendications maritimes concurrentes et une présence navale suivent bien souvent. Évoquons maintenant le cas de la domination chinoise dans le domaine. L'emplacement des minéraux dans les sols n'est qu'une question de hasard, mais l'autre est la capacité de traitement. La Chine détient d'ailleurs un rôle dominant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries au lithium, qui alimentent les véhicules électriques dans le monde entier. La Chine maintient une capacité mondiale de raffinage de 80% des matières premières pour les minéraux des batteries. La Chine est en très bonne posture pour établir les normes pour la conception et l'octroi de licences futures de batteries pour véhicules électriques, et reste donc essentielle pour les chaînes d'approvisionnement de fabrication internationales. Cette domination aide la Chine à tirer parti des initiatives des pays occidentaux, notamment sur le changement climatique. En gros, dans l'état actuel des choses, soutenir l'écologie politique à un certain niveau peut en fait revenir à soutenir directement l'industrie chinoise. Bien sûr, certains pays cherchent à contrecarrer cette dépendance. L'Australie, par exemple, a augmenté sa production nationale de terres rares, mais l'Australie reste un petit producteur à l'échelle mondiale par rapport à la Chine. L'Australie n'a produit ainsi que 17 000 tonnes de terres rares en 2020, là où la Chine en a produit 140 000, et par exemple les États-Unis en ont produit 30 000. A savoir que de nouvelles capacités de raffinage sont en cours d'établissement aux États-Unis, en Malaisie ou encore dans d'autres pays. L'électrique, à la base même de son schéma de production, est donc très loin
loin d'être écologique et nourrit en fait une concurrence et une croissance de l'extraction de minéraux très loin des amis de la nature. Et pour finir cette vidéo, on compte aussi les pays laissés pour compte. Comme nous l'avons noté, la nouvelle énergie n'élimine pas l'utilisation de l'ancienne énergie. Par exemple, le pétrole ou encore le gaz naturel ne vont pas simplement disparaître des marchés du jour au lendemain. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les économies actuellement dépendantes des hydrocarbures resteront viables dans le temps. Les secteurs coûteux ou marginaux de la production pétrolière et gazière peuvent commencer à perdre des investissements. L'évolution de ces investissements peuvent avoir un impact significatif sur les revenus. L'évolution de ces mêmes investissements peuvent ensuite avoir un impact significatif sur les revenus nationaux et les politiques sociales de ces mêmes pays. Toutes les populations ne sont pas nécessairement disposées à assumer le coût de la transition énergétique, même dans les pays développés, ce qui peut également conduire à une plus grande fragmentation, d'autant plus que les pays développés dans le cadre de leur politique écologique ajoutent des taxes et des tarifs par exemple sur le carbone. À mesure que l'extraction de minéraux pour l'énergie alternative se développe, il y aura aussi un coût environnemental supporté par les pays fournisseurs de ressources, par exemple en Amérique du Sud, mais pas que, ce qui alimentera une fois de plus les tensions entre les pays exploités et les pays exploitants. En réalité, la décision politique de rechercher une énergie alternative entraînera une nouvelle concurrence pour les ressources stratégiques. L'histoire regorge d'exemples d'opportunités et d'instabilité que le changement des priorités vis-à-vis des produits de base peut engendrer. On en a parlé, le Moyen-Orient ou encore les Caraïbes, etc. La concurrence pour les ressources refaçonnera les priorités politiques et économiques, va recentrer les ressources militaires sur ces zones, et j'espère que cette vidéo vous aura appris à comprendre quelques dessous de l'écologie et de l'énergie propre au niveau mondial, écologie qui est en réalité un mot marketing largement utilisé et surutilisé, très aseptisé, qui cache ni plus ni moins que les futurs enjeux mondiaux, les futures tensions. Préparez-vous. Si vous voulez à la fois soutenir Terabellum et vous munir d'ExpressVPN, qui est, je le rappelle, le meilleur VPN au monde par sa simplicité, sa vitesse et ses serveurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation directement en description de cette vidéo.